Les grandes déclarations des droits de l'homme du XVIIIe siècle ont sans doute marqué une époque importante dans la naissance des droits de l'homme. Il restèrent cependant des problèmes encore à surmonter. J'aimerais en souligner 3. La nature juridique non contraignante des déclarations, l'absence d'un mécanisme juridique de mise en œuvre, le cercle limité des destinataires. Je vais revenir sur chacun de ces problèmes et montrer aussi quelles réponses lui ont été apportées. Premier problème, donc la nature juridique non contraignante des déclarations. En effet, les déclarations du XVIIIe siècle ont eu une valeur politique, mais non juridique. Avec ces déclarations, les droits de l'homme ont vu le jour en tant que droits moraux, mais pas encore en tant que droits légaux. Aujourd'hui, les droits fondamentaux, les droits de l'homme sont protégés dans quasiment toutes les constitutions nationales. D'un point de vue historique, les États-Unis ont joué un rôle pionnier. La Constitution américaine de 1787 fut révisée deux années plus tard, en 1789, pour y ajouter un catalogue de droits fondamentaux, les 10 premiers amendements, connus sous le nom Bill of Rights. Dans les autres États et dans les États européens, la codification des droits fondamentaux est un phénomène plutôt du XIXe siècle. Pour l'effectivité des droits fondamentaux, il n'est pas suffisant de les protéger par des constitutions nationales. Il faut en plus un organe qui ait la mission de veiller à leur respect. Dans l'histoire, c'est le juge constitutionnel qui a émergé comme l'organe qui a pour mission de mettre en œuvre les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux ont été saisis par le juge constitutionnel qui est là pour sanctionner leur violation, mais aussi pour concrétiser le contenu de ces droits. La prise en main des droits fondamentaux par le juge constitutionnel est un phénomène récent, essentiellement du XXe siècle. Le cercle limité des destinataires était aussi une difficulté auquel le mouvement des droits de l'homme a été confronté. En effet, la belle rhétorique des grandes déclarations du XVIIIe siècle contrastait avec la réalité politique ou l'interprétation faite de ces textes. Plusieurs catégories de personnes étaient d'une façon ou d'une autre exclues du cercle des titulaires des droits. On peut mentionner à titre d'exemple les femmes, les esclaves et les personnes démunies sans fortune. Quant aux femmes, Olympe de Gouges critiqua la marginalisation et l'oppression du genre féminin déjà en 1786. Celle qui mourut guillotinée, condamnée pour avoir été une impudente ennemie de la Révolution française et une femme-homme, écrivait. Voilà comme notre sexe est exposé. Les hommes ont tous les avantages, on nous a exclus de tout pouvoir, de tout savoir. En 1791, elle opposa à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte qui soulignait la nécessité de réforme. L'article 4 de cette déclaration a la teneur suivante. L'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Les esclaves n'ont pas non plus été considérés comme des titulaires des droits de l'homme. La Déclaration de Virginie permet d'étayer ces propos. En effet, dans un projet de la Déclaration figurait l'affirmation que les hommes sont nés égaux et libres. Par la suite, on a biffé le terme « naissance » parce qu'il était considéré comme étant dangereux à une société qui pratique l'esclavage. Et en plus, on a encore ajouté un bout de phrase, on a ajouté qu'on ne peut pas perdre les droits de l'homme lorsqu'on entre dans un état de société. L'idée derrière cette précision était d'affirmer que les esclaves, justement, ne font pas partie de la société politique et ne sont donc pas titulaires des droits de l'homme. Quant aux personnes sans fortune, ils étaient rayés du contrat social par le fait qu'ils ne pouvaient pas voter,
C'était donc le système du suffrage censitaire. Abbé Sieyès déjà avait fait une distinction entre les citoyens dits actifs, ceux qui ont une fortune et qui peuvent voter, et les citoyens passifs, les personnes qui ne peuvent pas voter, qui n'ont pas de fortune. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui étaient exclues de la titularité des droits de l'homme. Néanmoins, les grandes déclarations du XVIIIe siècle ont en quelque sorte posé une présomption, créé une présomption d'égalité et de liberté, et elles ont inspiré après des revendications vers l'extension du cercle des titulaires. Les déclarations ont inspiré notamment le mouvement féministe, le mouvement socialiste qui combattait aussi le suffrage censitaire et le mouvement abolitionniste. Il serait faux de penser que l'histoire des droits de l'homme est une histoire linéaire, qu'on va toujours vers le progrès. On a aussi vu au XIXe siècle l'apparition de plusieurs contre-courants. J'aimerais en mentionner les suivants: le positivisme, l'utilitarisme, le nationalisme, le colonialisme et le darwinisme social. Le positivisme juridique, d'abord, c'est une doctrine donc, qui était opposée à la théorie du droit naturel. Elle réfutait la théorie du droit et des droits naturels comme un concept métaphysique, subjectif, relevant de la morale, mais pas du droit. Un partisan connu du positivisme, Jeremy Bentham, est l'auteur aussi d'une critique très virulente de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans son écrit Anarchical Fallacies, l'absurdité sur des échasses, Bentham réfute la théorie des droits naturels. Pour lui, c'est une absurdité rhétorique, une absurdité sur des échasses. Les vrais droits, les seuls véritables droits, c'est les droits qui sont consacrés par l'ordre juridique. Mais des droits naturels ne sont pas des véritables droits, c'est une fiction, c'est quelque chose qu'on a imaginé. Bentham n'était pas seulement un adhérent du positivisme, mais il était aussi le père fondateur de l'utilitarisme. Pour l'utilitarisme, au fond, la maxime éthique qu'il faut suivre, c'est de maximiser le bonheur de tous. Donc, des droits subjectifs se justifient dans la mesure qu'ils sont utiles au bien-être général. Pour l'utilitarisme, par exemple, tel que Bentham le défendait, la torture n'est pas absolument interdite. Elle peut se justifier à certaines circonstances, justement, quand elle peut être utile, par exemple, pour prévenir une grande calamité. Le troisième contre-courant, le nationalisme, a conduit à une vision introvertie, on peut dire, des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont moins vraiment des droits de l'homme, mais ce sont des droits du citoyen. Et qui est le citoyen? Le citoyen est celui qui appartient à la nation. Donc, on ne met pas en avant l'individu comme l'a fait le siècle des Lumières, mais on met l'accent sur l'appartenance à une collectivité, à la nation, elle-même définie comme une communauté qui est unie par l'histoire ou par la religion. Si on suit cette approche, il ne peut pas y avoir de droit universel. Les droits sont toujours relatifs à une communauté donnée, à un ordre juridique donné. On voit derrière le nationalisme aussi, avec le nationalisme apparaître des controverses sur l'universalité des droits de l'homme. Et c'est une controverse qui perdure aujourd'hui, controverse difficile opposant les universalistes aux relativistes des droits de l'homme. Le quatrième et le cinquième contre-courant, le colonialisme et le darwinisme social, n'ont pas non plus été favorables à la doctrine des droits de l'homme. Les deux pratiques, au fond, ont justifié l'occupation d'autres pays, entre autres par une distinction faite entre les peuples dits avancés, d'une part, et d'autre part, entre les peuples dits barbares, moins avancés dans l'évolution. La citation suivante, qui définit le colonialisme, illustre ces propos. Coloniser, c'est se mettre en rapport avec des pays neufs pour profiter des ressources de toute nature de ces pays,
les mettre en valeur dans l'intérêt national et en même temps apporter aux peuplades primitives qui en sont privées les avantages de la culture intellectuelle, sociale, scientifique, morale, artistique, littéraire, commerciale et industrielle, apanage des races supérieures. La colonisation est donc un établissement fondé en pays neuf par une race avancée pour réaliser le double but que nous venons d'indiquer. La distinction entre race supérieure d'une part et race inférieure d'autre part a conduit l'humanité à la négation des droits de l'homme, à la catastrophe morale et humanitaire de la Deuxième Guerre mondiale. Comme nous le verrons la semaine prochaine, c'est l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale qui a conduit à une renaissance de la pensée des droits de l'homme et à leur ancrage au niveau international.